Et salut les rôlistes, nous nous retrouvons pour cette 4e session de débrief de l'ennemi intérieur de la campagne impériale Warhammer Fantasy. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de Mort sur le Reich. Mort sur le Reich, donc c'est le 2e livret de la campagne officielle, donc toujours sur la version V4. Donc il y a 2 livrets. Alors il y a le livret aventure qui est déjà décrit dans la présentation générale de la campagne. Pour chaque on va dire chapitre, il y en a 5. Il y a toujours 2 livrets. Faut les acheter un par un d'ailleurs. Le livret aventure, là je vous mets le sommaire, c'est en anglais mais il existe en français, édité chez Chaos Project. Et il y a un livret compagnon. Donc, Mort sur le Reich, mon petit avis général, c'est le livret qui va permettre à vos aventuriers, on peut voir même sur la couverture, de se balader sur le Reich. Alors à l'époque, le Reich, c'est quoi? Tout a commencé, alors la campagne a été écrite au tout début de Warhammer. Il y avait le Reichland, c'était ce qui était le plus décrit. Donc le Reich, c'est un grand fleuve, c'est le fleuve, ou peut-être l'un des plus grands fleuves de l'Empire. Il y a énormément de fleuves dans l'Empire, et d'ailleurs, quand on regarde la carte de l'Empire, vous verrez, on a l'impression que c'est des veines au milieu de l'Empire. Et il y a un très grand fleuve qui est le Talabeg, la rivière, puis qui va arriver à Altdorf. Et puis on a le Reich. Le Reich, c'est un grand fleuve, parce qu'ils appellent ça river en anglais, mais bon, c'est vraiment un fleuve, qui part, et assez étonnamment, qui part des montagnes noires. Le haut Reich part des montagnes noires. On pourrait presque dire que le Reich part de la passe du feu noir. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la session longue, tout finira, ou tout a commencé plutôt, ou tout finira vers la passe du feu noir. Donc on a le Reichland qui prend son nom du Reich, et le Reich naissant dans les montagnes noires, traversant la Verlande, les duchés du Sud, passant par Nuln, Camperbad, Altdorf, pour continuer, arriver jusqu'au Westland, pour se jeter dans l'océan, la mer, à Marienburg. Donc c'est un fleuve, et qui dit fleuve dans l'Empire dit voie de communication. Et justement, le compagnon qui va venir vous agrémenter cette partie-là de la campagne, le compagnon, on va parler de la vie sur les rivières. Et c'est plutôt pas mal fait, puisque en fait les rivières sont considérées comme une voie de communication, comme les routes. Et donc il y a une vie, ça vit autour des rivières, il y a une vie palpitante, il y a des pirates, il y a aussi des patrouilles. Il y a des règles dans le compagnon qui vont vous permettre de gérer les bateaux, les conditions de météo, réparer vos bateaux, les accidents de bateaux. Donc en fait vraiment, et d'ailleurs on le voit dans le système de Warhammer, il y a une compétence qui s'appelle navigation ou ramée, orientation ramée. En fait on tourne pas mal autour de l'eau dans l'Empire. Donc je pense que ce livret-là est focalisé parce que c'était vraiment historiquement des voyages fluviaux. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de scénarios qui traînent de ci, de là, même dans Nuit Infidée et Dure Journée. Et c'est toujours vous balader le long d'un fleuve, et puis il se passe quelque chose. Voilà, donc c'est Mort sur le Reich, c'est ça. On va aller visiter le Reich, une bonne partie du Reich, pas tout le Reich, mais une grande partie du Reich. Et puis on va vivre au fil de l'eau, dans un temps plutôt long, et on va aller explorer ça et vivre le quotidien. Alors, tout va commencer, je vais le décrire un peu en détail, tout va commencer quand on part de Boganofen. Donc rappelez-vous, on finit l'ennemi dans l'ombre, pas ennemi intérieur, ennemi dans l'ombre, le premier livret, et nos personnages, ils ont échoué ou pas à mettre à mal le rituel de Tungun, et ils vont quitter Boganofen. Et alors là, c'est le premier truc difficile, j'en ai déjà parlé, mais comment on arrive sur Mort sur le Reich? Parce que quitter Boganofen, c'est facile, mais aller se mettre en tête d'aller à l'autre bout du Reichland,
C'est pas évident, donc quitter Boganofen, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas oublier que si on veut continuer tranquillement sur le fil du Mort-sur-Reich, il faut que nos aventuriers aient reçu une lettre qui lie Tungun et Etelka Erzan. Et il faut qu'ils l'aient trouvé, sinon on va être bien embêtés. Ils vont quitter et puis ils vont nous dire qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas l'héritage de Castor Liberung, et ben on va partir sur notre aventure. Bon, donc plusieurs techniques, soit ils ont eu la lettre, soit le MJ va devoir inventer quelque chose pour les envoyer sur la piste. Peut-être dans la fuite de Boganofen, quelqu'un, ou peut-être ils ont pu parler à un serviteur de Tungun qui va leur parler d'Etelka. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez léger. Mes joueurs ont été sympas, ils ont pris le fil. Je conseille quand même dès le début de mettre plein d'indications sur Etelka Erzan. Ça va nous poser problème, cette Etelka Erzan, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on n'est pas encore, Etelka, elle n'est pas la main pourpre. Donc, on tourne autour de la main pourpre dans la campagne impériale. Mais deuxième chapitre, deuxième livret, et on va aller vers quelqu'un qui, en fait, fait partie de la couronne rouge. Donc, dans le compagnon, comme dans le premier compagnon sur Ennemi dans l'ombre, qui parlait du coup de la main pourpre, dans le second, on va parler de la couronne rouge. Et Etelka Erzan, cette sorcière, en fait partie. Donc, Etelka est liée à Tungun. C'est une sorcière qui a travaillé, qui a été formée à l'université, alors pas en tant que sorcière, hein, mais qui a été formée à l'université de Nune avec Tungun, et ils ont des liens, et tout ça va mettre nos aventuriers à la recherche de cette Etelka. Encore une fois, il va falloir leur dire que aller voir les autorités, ça peut aider, mais soit les autorités les renvoient pour qu'ils le fassent eux, soit ils sont pas assez bien passés pour aller voir les autorités et ils ont envie d'y aller. Encore une fois, il faut que vos joueurs aient envie d'aller chasser les chaos. Bon, s'ils n'ont pas envie d'aller chasser les chaos, ça va être compliqué de faire cette campagne, la campagne d'ennemi intérieur, hein, donc bon, ils ont un peu intérêt parce que c'est un peu tout tourne autour de ça, et c'est des héros. Donc, je reprends, ils vont partir en se disant, bah tiens, Etelka, il faut aller la trouver. Cette lettre que je vais afficher, Etelka, elle est hyper sympa. Parce qu'Etelka, quand elle l'écrit à Tungun, elle lui dit où elle vit, voilà. Elle lui fait un dessin en haut de la lettre de l'endroit où elle vit. Et donc, s'ils n'arrivent pas à trouver où Etelka Erzan est, nous avons tué, c'est des cons. Dans l'Empire où il faut être un peu paranoïaque des réplugateurs. Voilà. Alors après, dans son texte, hein, elle est très lapidaire. Hein, donc, elle parle de recherche, voilà, de haut maître, etc. Mais il y a un petit truc sur les abysses. Enfin bon, voilà, il faudrait pas que quelqu'un trouve ce courrier. Tout ça pour dire que bon, c'est un peu cousu de fil blanc. N'hésitez pas à peut-être l'enrichir pour des joueurs qui seraient un peu plus exigeants que sur les raisons, les tenants et les aboutissants de la recherche d'Etelka. Bon, après c'est préliminaire, on va aller un peu plus vite sur le chapitrage. Donc il y a 8 chapitres. Donc on va partir de Boganofen. Et puis, pour aller jusqu'au Pic Noir, où il y a cette Etelka, le plus simple, c'est prendre un bateau. Effectivement, c'est certainement le plus simple. Donc, on va partir, et puis on va arriver à se dire comment les aventuriers vont être autonomes. Et c'est là où c'est assez malin. On va découvrir les lois du fleuve, et puis un bateau abandonné. Un bateau dont l'équipage a été tué par des hommes bêtes. Hein. Il y a même d'ailleurs c'est plutôt sympa le combat qui va se passer en termes d'hommes bêtes là, ici. Et puis ça va permettre aux joueurs de récupérer un bateau qui vont pouvoir nommer comme ils veulent d'ailleurs, d'après les lois du fleuve, et ça va leur permettre d'être autonomes par rapport à Joseph et au Belli qu'ils avaient avant. Donc petite astuce scénaristique de récupérer un bateau. Et moi je trouvais hyper sympa parce qu'on peut avoir des joueurs et des personnages qui vont aimer faire du commerce. Donc il y a aussi des règles de commerce de maritime, hein. Maritime fluviaux, hein, donc dans le compagnon, vous allez trouver des règles qui vont vous permettre de
de gérer ça. Alors même dans Foundry, c'est fait de manière automatique avec le prix à laquelle j'achète, le prix auquel je revends. Donc pour les joueurs un peu, bon, j'en ai moi comme ça qui aime bien échanger, vendre, revendre et puis se faire des marges de ville en ville. Et moi je trouve que c'est sympa. Voilà, je ne l'ai pas fait plus que ça parce que ça n'intéressait pas mes joueurs, mais il peut y avoir un peu de simulation commerciale. Moi je trouve marrant, donc n'hésitez pas à y aller. Ça tourne autour du commerce, hein, et, et ça peut être, ça va montrer aussi que le monde n'est pas juste un monde pour les aventuriers, mais qu'il y a une vie économique qui est plutôt bien rodée dessus. Donc, et on explore encore plus d'ailleurs les fleuves de l'Empire dans le compagnon, hein, puisque on a toute la vie autour du fleuve, plus le commerce, la piraterie, hein. On peut, à force d'être sur le fleuve, se retrouver aux mains, aux prises avec des créatures du fleuve, et donc là aussi, des sources d'aventure. Moi, je vois comment, mort sur le rec, je n'ai toujours pas compris comment c'est l'histoire, hein, vous aurez remarqué, parce que en fait, c'est justement une opportunité pour balancer tout un tas d'histoires que vous vouliez balancer, qui ne sont pas dans la campagne, et faire vivre à vos héros. Et c'est le bon moment, effectivement, de sortir des petits scénarios du commerce ou pas, hein, qui vont venir alimenter. Il n'y a pas de timing. Alors, j'ai déjà parlé du timing dans l'ami intérieur. Il est censé avoir des timings, la Schaffenfest, le carnaval à Medenheim, Gideon qui a choisi une date pour son grand rituel, etc. Mais voilà, prenez le temps. Et beaucoup de groupes s'arrêtent à mort sur le rec. Je comprends parce que ça peut être très long. Donc en fonction, prenez le temps parce que peut-être vos joueurs vont apprécier, vivre autre chose, pas être complètement dans cette campagne. De toute façon, on n'est pas vraiment dans une bonne partie de mort sur le rec dans la lutte contre la main pourpre. Mais prenez le temps de faire d'autres, peut-être de gonfler aussi un peu, si vous avez peu de personnages, de gonfler leur expérience. Je trouve que ça vaut le coup, c'est le bon moment. Après, une fois qu'on est à pouvoir derrière le trône, Racornu, l'Empire en ruine, il n'y aura plus le temps vraiment de faire des scénarios annexes sans que les joueurs se disent ça ralentisse l'intrigue principale. Donc c'est le bon moment. Et je reviens, ils ont trouvé un bateau et puis ils vont aller à Westbrook. Westbrook, on l'a fait, il y a ce canal de Westbrook entre, je vous remets le plan de l'Empire pour ceux qui regardent, il y a un canal qu'on redescend de Bogenhofen et puis on va arriver à Westbrook et là il y a un canal qui relie Westbrook et Aldorf. Appréciez mes prononciations des noms des villes de l'Empire. Toujours, je pense que c'est jamais les bonnes prononciations, mais c'est les miennes. Donc Westbrook et Eldorf. Donc Westbrook, les joueurs ont affronté potentiellement Adolphus, le chasseur de primes, quand ils sont venus la première fois à l'aller. Et là, il va se passer une histoire avec une pharmacienne, herboriste. Et ils l'ont déjà rencontré, à l'aller, certainement à la Schaffenfest. Donc, n'hésitez pas à la Schaffenfest. Et je le redis, hein, le premier épisode, c'est l'ennemi dans l'ombre. Chaque chapitre, on va rencontrer des personnages qui vont être utiles dans le prochain livret. Et ben, c'est le cas de notre herboriste, notre pharmacienne Elvira Klenestone, ou Klenstone, voilà, Elvira. Et on la retrouve au premier chapitre, on le retrouve au premier livret, au deuxième livret, ici à Westbrook, et on va la retrouver dans l'Empire en ruine, à la fin. Donc, petit personnage intéressant, et là, il se passe que elle a été enlevée. Alors, il faut que les personnages aient envie d'aller la voir, il faut trouver une raison, peut-être parce qu'ils sont blessés, et puis ils vont se rendre compte qu'elle a été enlevée, on va la libérer, et ça va ouvrir une histoire. Donc, ils ont été envoyés par un sorcier démoniste nécromant qui veut la récupérer. Et alors, voilà, là, il y a une histoire autour de cette Elvira. Intéressant ou pas, à la fin, j'ai même pas eu l'utiliser, mais ça permet d'avoir potentiellement un allié dans l'Empire en ruine, et puis de découvrir que il y a des choses à Aldorf aussi. On n'aura pas la vraie histoire d'Elvira ici, on la découvrira plutôt à la fin. Moi, je conseille aussi quand même d'y aller franco et puis de balancer l'histoire d'Elvira un peu dès le début.
qu'elle est ici parce que elle est partie d'Eldorf, fuir ce sorcier. Voilà, n'hésitez pas. Ceci dit, c'est passable et après on va à Eldorf. Eldorf, on y passe. Pas forcément grand-chose. Alors, ils peuvent être embêtés, nos personnages, s'ils ont été accusés du meurtre de 2 nobles dans le premier livret. Encore une fois, c'est passable, mais ça peut être marrant qu'on les retrouve et qu'ils passent peut-être un peu de temps à expliquer aux forces de l'ordre d'Eldorf. Ça leur permettra de revoir aussi, ça dépend de vos personnages, hein, que Eldorf est une vraie grande cité et sécurisée. Et puis, bam, là, on a aussi un coup du sort. Ils peuvent voir Ernst Heidelmann. Rappelez-vous, cet étudiant en médecine qui est en fait un membre de la Couronne Rouge. Eh ben, il part en diligence au moment où nos joueurs, nos personnages sont là. Et alors, voilà, moi, je l'ai fait, puis ça a bien marché parce que ça leur a dit que peut-être qu'il y avait un lien, ils étaient un peu étonnés de le voir, tout ça. Enfin voilà, ça les a lancés. Et c'est là où, dans l'histoire officielle, on va avoir, je vais vous le montrer sur l'écran, on va avoir une timeline. Et ça, c'est génial. La timeline, donc Ernst Heidelmann, et ça tombe bien, on l'a rencontré, il connaît Etelka Herzen. Et puis, ils vont partir justement dans une folle épopée à la recherche de Malpierre. Et donc, il y a vraiment jour par jour, hein, la description, je peux même grossir l'image, la description, et donc ça reprend bien Morcellerie, c'est pour ça que je vous montre cette image. Heidelmann va voyager jusqu'à Greisenwald, hein, jusqu'au pic où il y a Etelka, pour aller la chercher. Et puis, les 2 compères vont remonter à Camperbad, et puis aller s'enfoncer dans les terres, terres désolées, où il y a effectivement cette météorite qui a plus de 200 ans était tombée, et avait de la Malpierre, météorite de Morslib. Donc, il y a toujours, jour par jour, ils y vont. Et il va vite, hein, Heidelmann en descendant, puis il se retrouve, il remonte à cheval, etc. Après en bateau, petite expédition, puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas la Malpierre, et ils vont remonter à la tour, au sémaphore. Voilà, donc c'est bien pour voir ce qu'ils veulent faire. Honnêtement, mon conseil, c'est vous en foutez du timing. L'idée, c'est que vos personnages, ils soient en même temps. Ils loupent à chaque fois une journée, peut-être, et tel cas. Et donc, je vais vous décrire. Donc, une fois que nos joueurs vont continuer, ils vont aller à Greisenwald, donc au Pic Noir, pour aller trouver cet Etelka et en savoir un peu plus sur ce complot, ces cultistes. Et comme de par hasard, ils vont tomber sur une tour de guet. Et voilà. Et il y a des nains qui sont en train de la réparer parce qu'ils sont en train d'en faire un sémaphore. Et nos joueurs, bien entendu, vont aller les aider. Et bien entendu, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Et bien entendu, ils vont descendre dans la tour et trouver des messages de Dagmar von Wittgenstein. Et donc là, je dois parler un peu des Wittgenstein. À un moment, dans la campagne, dans ce livret-là, tout va finir d'ailleurs au château des Wittgenstein. L'histoire, c'est quoi? C'est que finalement, cet Etelka, qui était lié avec Tungen, elle est à la recherche de Malpierre. Et elle a des informations sur une expédition d'un Dagmar von Wittgenstein qui a récupéré de la Malpierre, ou de la Malpierre qui est tombée dans les collines dénudées ou désertiques, voilà, au nord de Camperbad. Et donc elle attend que son camarade Heidelmann arrive, et puis tous les deux, Heidelmann et Etelka, ils vont aller là-bas à la cuvette du diable, ça s'appelle, pour retrouver cette météorite, et pleine de Malpierre. Et là, ils reviennent à Camperbad, et ils vont chercher à l'observatoire de Dagmar von Wittgenstein des informations sur où ce Dagmar, qui a été allé chercher il y a 200 ans cette météorite, a mis cette météorite. Donc ils remontent à la tour de Dagmar von Wittgenstein pour s'apercevoir qu'en fait, ce Dagmar a tout amené dans son château, le château des Wittgenstein, qui sont
un peu au sud de Camperbad. Donc en fait, ils vont un peu tourner partout sur le Reik, à partir amont du Reik, pour à la recherche de cette Malpierre, dont les joueurs vont apprendre à un moment donné l'existence. Hein. Donc c'est ça l'intrigue. Un groupe de sorciers de la Couronne Rouge qui va chercher de la Malpierre, et puis nos joueurs qui vont se retrouver dans leurs pattes. Donc, et c'est là où il y a quand même beaucoup de chance ou de malchance. Et ben nos joueurs, un des premiers chapitres, alors qu'ils savent même pas qu'il y a de la Malpierre en fait, hein, ils savent même pas qu'il y tel cas, et ben ils vont se retrouver là, ils vont se retrouver dans cette tour qui est transformée par les Nords en sémaphore, et ça tombe bien, par hasard, c'est celle de Dagmar, et ils vont trouver potentiellement des informations. Donc, honnêtement, non mais, voilà, je l'ai lu, je l'ai fait hein, pour tester, ils y sont pas arrivés à trouver les informations, ils ont jamais compris pourquoi. Moi, ça a juste permis qu'ils soient à moitié morts et qu'ils soient aidés par Otto Bowman que j'ai balancé là, plénipotentiaire impérial. Mais voilà, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens tout ça. Donc bon, faites-le pas. À vous de voir. Donc, en tout cas, ils continuent et ils arrivent à Camperbad. Camperbad, c'est une ville qui va avoir son importance. Une ville qui est perchée au-dessus du Reik, une ville commerçante. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Une ville franche aussi. Commerçante, cosmopolite. Et là, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre beaucoup de choses autour de la ville elle-même, des rumeurs. Mais aussi, on peut apprendre des rumeurs autour des Wittgendorf, hein, des von Wittgenstein, de la main pour, comme je disais. Donc, c'est un bon moment pour filer pas mal de choses. Alors, c'est une ville intéressante en plus. C'est une ville vraiment où vous pouvez pas mal donner d'informations. On pouvait même en faire presque un QG parce qu'ils vont repasser plusieurs fois. Ils peuvent vendre ici des choses. Voilà, donc n'hésitez pas à en user, à abuser. Camperbad, ville plutôt sympa. Voilà. Voilà, j'en profite aussi pour ceux qui ont suivi nos aventures, notre campagne. Dans le compagnon, il y a des scènes supprimées. Alors vous aurez ça de temps en temps. Ça, c'est ce qu'ils ont enlevé des précédentes éditions, mais qu'ils ont mis dans le compagnon pour information. Moi, j'ai repris. Alors, j'ai repris le plénipotentiaire impérial qui vient à Camperbad pour s'occuper. Alors, c'est une histoire de loi qu'il vient voir, etc. Bon, pas grand intérêt, mais alors, pourquoi je l'ai récupéré alors que c'est en plus une scène deleted since, c'est une scène supprimée, par exemple. Tout simplement parce que j'ai un viewer qui m'a fait un commentaire sur Otto Bourman. Et donc j'ai mis. Et en fait, ce Otto Bourman, en fait, au début, j'avais même prévu que ça soit un haut noble qui était le père, en fait, ou en tout cas l'amant de la sorcière qui est la grand-mère, pardon, de mes joueurs. Donc j'avais prévu que c'était un noble, je n'avais pas forcément défini lequel, je voulais que ce soit un noble plutôt puissant. Et effectivement, plénipotentiaire impérial, ça a bien matché, donc je l'ai mis. Un homme un peu, en plus, vraiment désagréable. Et puis, j'en ai fait le grand-père, enfin le grand-père, l'amant du grand-père de Carmilla. Et donc, il va retrouver, alors qu'il se balade sur le fleuve Reik, à direction de Camperbad, il va trouver en sa petite fille, Carmilla, une de mes personnages, et le portrait craché de son amante, et qu'il a protégé pendant des années. Donc je vous ramène à l'intrigue que moi j'avais mis autour des personnages. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser à mort sur le Reik, c'est vraiment un patchwork, et on peut en mettre comme on veut, puisque c'est assez ouvert. Voilà sur pourquoi j'avais mis Otto Bourman. C'est pas une invention, hein. Il n'est pas officiellement dans la campagne ici, mais c'est des scènes effacées des premières éditions. Donc Camperbad, ensuite on va au Black Peak, donc là où est censé vivre Etelka. On passe un chouïa, on peut passer un chouïa quand même à côté du château des Wittgenstein, donc ça aussi c'est intéressant, on peut le voir à l'aller. Je montre pour ceux qui sont sur le plan à côté de Wittgendorf, on peut le voir, là on dit qu'il faut l'éviter, etc. parce que c'est plein
il y a des rumeurs, et voilà, ça se passe mal ici. Puis on arrive à Grisenwald. Grisenwald, c'est la ville par excellence au bord du fleuve, une petite ville, une petite bourg, je devrais dire. Et là, il y a une histoire avec des nains. Parce que les nains se sont fait virer quelque part de la tour d'Etelka et sont des parias. Et donc, c'est vraiment tout l'honneur des nains. Pour des personnages qui sont nains, ça peut être hyper intéressant. Et puis, l'honneur des nains est vraiment mis en avant. C'est plutôt sympa. On n'a pas vraiment déjà vu avant la société naine. C'est la première fois où on voit, et puis on la voit par plutôt une structure en déchéance des nains. Donc n'hésitez pas à en y mettre un peu, en plus ça peut être des alliés. Et là on va s'apercevoir, on va être juste après, les personnages vont se rendre compte qu'autour du bourg de Grisenwald, il y a des gobelins qui attaquent des fermes isolées. Donc il y a tout un sujet autour d'attaques. Ils vont aller bien entendu s'intéresser aux attaques, peut-être aller jusqu'à la mine où il y a cette tour en fait, la tour d'Etelka. Et donc là on est sur de l'exploration rurale, on a quitté les villes de Bogenhofen pour aller faire un peu d'exploration en campagne, et puis un petit donjon, vraiment petit, entendons-nous bien, et s'opposer aussi, et là c'est intéressant, à des gobelins. Alors pourquoi des gobelins? Parce que Etelka, cette magicienne, s'est entourée de gobelins pour sa propre sécurité ou pour son malheur, et comme Etelka est partie, les gobelins ont pris, ils ont pris possession. Il y a un petit magicien gobelin enfin, magicien, on s'entend, c'est pas très violent, mais ils sont nombreux les gobelins. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si vos personnages, d'après le planning officiel, ils vont très vite, et Etelka sera là. Donc si elle est là, avec Ederman, ils peuvent la combattre, ils peuvent arriver à la battre. Elle plus les gobelins, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Surtout s'ils sont aidés des nains, s'ils ont pris... faut pas hésiter à les aider, les nains peuvent les aider, la milice locale du bourg peut les aider, même si c'est pas des grands soldats. Donc là on est dans une partie de l'aventure où on explore la nature hors fleuve, on peut se faire des relations locales. C'est assez dangereux, c'est les gobelins, la tour des gobelins est assez dangereuse. Enfin, nous, ça a été relativement mortel parce qu'ils sont nombreux, ces petits gobelins. Et dans le système de Warhammer, le nombre fait la différence, c'est-à-dire que ça donne des bonus, et donc très vite, quand il y a beaucoup d'adversaires, même peu puissants, en fait, ils montent en puissance. Donc, moi, je conseille quand même mettre un peu de pression. Mon petit conseil, c'est les gobelins, c'est déjà assez puissant. Ils vont trouver nos personnages que Etelka vient de partir. Comme ça, il y a un petit sentiment, on vient la louper, damned. Et il faut quand même leur donner clairement des informations sur le lieu où elle est allée. Alors, il y a une histoire là-dedans, c'est qu'il y a une halfling. Il y a une halfling qui est la cuisinière d'Etelka. Plutôt sympa, moi je trouve assez sympa parce que c'est une traître en fait. Vont faire une belle traite, c'est-à-dire qu'elle va se faire libérer par les joueurs, merci, merci. Mais en fait, elle est à la solde d'Etelka, et donc elle n'hésitera pas à pourrir les personnages. Voilà, donc moi je trouve que c'est aussi intéressant de jouer cet halfling qui est censé être emprisonné par les gobelins, mais en fait qui à la solde et qui ne sera pas les trahir. Donc parce que le vieux monde, c'est aussi de la trahison, et ça peut venir de partout. Bon, comment nos joueurs passent à la suite? La suite, c'est de retourner finalement à Grisenwald, et puis aller aux collines dénudées, aux collines où est tombée la météorite. Et bien ça, à vous de voir. Soit effectivement il y a des messages dans le bureau, des plans, moi c'est ce que j'ai fait, des plans qui vont indiquer où ils vont, tout simplement. Ou peut-être même vous pouvez en rajouter sur Dagmar. À ce moment-là, j'aurais dû faire ça, en rajouter un peu plus pour dès le début, les personnages voient un lien avec le château, passent à côté, se dire ah bah tiens, le château c'est lui, c'est la même famille. Donc en tout cas, il faut leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils puissent aller dans les collines dénudées. Et plus c'est précis, mieux c'est.
parce que finalement, le but, c'est pas qu'ils passent des heures à essayer de chercher où elle est, ni à la suivre dans une quête qui sera peut-être compliquée, et elle est partie en plus à cheval. Donc, ici, dans cette tour, ils vont trouver une information. Il faut aller dans les collines, au nord de Kemperbad. Et donc, ils vont repartir à Grisenwald. Ils ont potentiellement sauvé la région des gobelins. Donc, plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé. Alors, cette partie-là, c'est une de mes préférées parce que je trouve que c'est champêtre, on va dire comme ça. Et puis, les gobelins, je trouve que ces ennemis un peu sympas, pas très forts, mais finalement dangereux. Bon, ensuite, nos aventuriers doivent aller aux collines dénudées, et ils vont partir de Grisenwald. Ils vont passer par Kemperbad, et ils vont changer de fleuve. Alors là, intéressant. Ils vont aller prendre la rivière Styr. Donc, à Kemperbad, je vais faire un dézoom pour que tout le monde voit bien sur l'écran. Ils vont aller prendre, ils vont rentrer dans le grand-duché de Talabecland. Et ils vont prendre la rivière Styr, qui est, ma foi, une grande rivière, hein, aussi. Hein, ça monte, Marbourg, très très haut. Et cette rivière va suivre cette zone des collines dénudées. Je trouve que on montre toute la puissance, hein, du vieux monde. Là, je vous mets une illustration. C'est une rivière enclavée. On est vraiment dans le cœur de l'Empire, moins industriel, moins citadin. Les personnages vont finalement arriver jusqu'à un petit village. Alors, il y a un système, il y a un plan avec un système d'écluses. Ils vont s'arrêter. Il y a bien entendu une auberge, mais il y a un petit village qui s'appelle Unterbaum, avec un prêtre ancien. Voilà, le petit village traditionnel, vraiment calme. Alors moi, j'en ai fait le village où les joueurs peuvent penser que leurs personnages peuvent finir leur vie. C'est-à-dire le truc, vraiment le village calme, gens finalement sympas qui travaillent. Et certainement peut-être le village par excellence que l'Empire veut protéger. Vous voyez l'exemple même de si les joueurs et les personnages luttent contre le chaos, c'est pour protéger ce genre de village, parce que c'est la vie de l'Empire. Et ça, je trouve que c'est aussi important de montrer de temps en temps que l'Empire, c'est pas que des coups bas, que des villes avec des voleurs, des nobles qui se balancent partout. C'est aussi le peuple. Le peuple qui vit une vie calme, honnête, aussi honnête que possible. Alors j'ai tellement poussé que mes joueurs pensaient que c'était tous des criminels parce que c'était vraiment trop calme. Ça permet aussi d'avoir des informations sur les collines qui sont autour, avant que voilà, nos aventuriers s'y enfoncent. Donc là, on va aller sur les collines, et ça va être potentiellement un peu le bazar. Soit effectivement les joueurs rattrapent, et tel cas ici, c'est possible. Ou pas. En tout cas, tout va tourner autour de cette expédition envoyée par Dagmar au milieu de ces collines. Il y a eu une météorite avec de la malpierre, hein, donc cette pierre qui est très utilisée par les Skaven, on va en parler, les Skaven plus tard, mais qui fait muter en fait, qui donne de l'énergie magique, hein, de mutation. Ça va se passer là, et ce qui s'est passé, c'est que Dagmar a fait une expédition depuis son château, il est allé là, finalement tout le monde est mort, hein, il a tué tout le monde pour récupérer cette pierre, une pierre assez importante, et donc en fait nos personnages vont arriver à un endroit un peu muté, hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que cette zone a été désertique, et puis vont trouver les fantômes de certains personnages qui étaient dans l'expédition de Dagmar. Une éclaireuse, voilà, nous pouvons en rajouter. Hein. Ces fantômes vont donner des informations sur la cruauté de Dagmar, et ils vont aussi trouver des informations qui leur disent où est la tour. Alors, bon, on y revient. Est-ce qu'on fait un jeu de piste? Est-ce qu'ils vont suivre et tel cas? Moi, j'ai considéré
que Etelka était là et qu'ils se battent contre Etelka à ce moment-là. Ils arrivent à la pourrir ou pas. Mais en tout cas, ça vaut le coup soit de le faire ici, soit à la tour. Parce que là, ce qu'ils vont trouver dans ce qu'on appelle la cave des morts, là où tout le monde, tous les gens qui étaient de l'expédition que Dagmar a tué, enterrés il y a... C'est pas 2 siècles, c'est un siècle d'ailleurs. Moi, je relis, je me suis trompé dans la timeline, c'est qu'il y a qu'un siècle. Bon, peu importe finalement, hein, 2 siècles, un siècle à l'échelle de l'Empire. Et c'est là où ils vont trouver en fait un lien en fait avec la tour de signalisation. Bon, là aussi, vas-y que je tire par les cheveux. Je trouve que c'est identique à ce que j'ai vu dans la tour de signalisation. Ça me permet d'aller. Ouais, compliqué de faire le lien. Donc moi je conseille soit vous avez envie de faire jouer la tour de signalisation, vous l'avez pas faite. Et là vous allez mettre des informations qui vous envoient à la tour de signalisation, qui était l'observatoire de Dagmar, qui observait les cieux et qui a calculé où était tombée la météorite à cet endroit-là. Et donc ça va donner de l'information aux joueurs qui vont s'empresser d'aller à la tour de signalisation. Je pense que c'est bien, vous le faites jouer là, et puis c'est potentiellement à la tour de signalisation dont j'ai déjà parlé, qui vont affronter Etelka et qui vont découvrir finalement le poteau rose, c'est que la pierre est ni à la tour de signalisation, ni ici dans la cuvette du diable, mais elle est au château des Wittgenstein. Soit vous raccourcissez un peu, vous faites trouver l'information ici, et puis comme ça, les personnages vont aller directement, pas à la tour de signalisation, mais au château. Voilà ce que je conseille. À vous de voir, hein, bien entendu. Là, on n'est qu'à la moitié. C'est très loin, bon, c'est vrai qu'on n'est qu'à la moitié. Et on va donc repartir. On va repartir par le petit village. On va repasser par Canterman. On va encore avoir la main pourpre. Donc, n'oubliez pas pendant tout ce temps-là que vous baladez toujours avec un personnage qui est le sosie de Castor Liberung. Et qu'il ne se balade pas sans laisser trace. Et donc, la main pourpre. Donc, on a deux cultes, hein, la couronne rouge et la main pourpre. La main pourpre va essayer de contacter encore ce Castor Liberung. Donc, le scénario officiel propose d'aller à la tour de signalisation. Donc, il faut remonter, on reprend le bateau, on remonte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même écrit ici et de retour. Et quand on est à la tour de signalisation, ce qui est censé se passer, ce qui peut bien se passer, c'est qu'ils vont avoir effectivement, ils vont pouvoir rentrer dans le laboratoire de Dagmar et là découvrir toute l'histoire autour de Dagmar, ce qu'il a fait, ce qu'il recherchait, la Malpierre, qu'il a amené la Malpierre dans son château. Voilà, et il peut s'opposer aussi à Etelka. Le but, je pense que c'est que Etelka, elle meurt hein, dans ce livret-là, ou en tout cas qu'on la mette à mal, parce que autrement, elle peut aussi aller au château des von Wittgenstein récupérer la pierre. Donc vous pouvez faire, c'est un peu votre ennemi récurrent, Etelka. Vous pouvez d'ailleurs faire des accrochages. Hein. Elle est magicienne, donc elle a même une potion de vol, elle peut s'enfuir. Un peu comme elle veut. Donc voilà, ça peut être un jeu de chat, de poursuite de chat à la souris, si vous le souhaitez. Donc les joueurs sont censés remonter vers Altdorf, vers la tour de signalisation, et découvrir que tout est au château de Wittgenstein. Et donc on repart, donc faire ça, ou alors ils vont directement à Wingendorf. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Wingendorf, on va y arriver. Alors, je vais vous repasser. On repasse à Camperberg et on va descendre dans un petit village. Mais c'est surtout le château des von Wittgenstein. Et là, on va découvrir, j'aime beaucoup cet endroit, un village, mais un village de fous furieux, de mutants avec des cannibales. Tout ça parce que, en vrai, la Malpierre a fait muter les habitants du château. Et donc les nobles qui vivent là, donc il y a on va dire il y a le chef, enfin le chef de famille, Ludwig von Wittgenstein, qui est complètement un mutant, sa femme, ses enfants, enfin.
Donc je trouve que vraiment c'est une ambiance, là, il faut la poser l'ambiance. On arrive dans un village. Finalement, ils savent pas si c'est les personnages, c'est des rumeurs ou pas des rumeurs. La milice, elle est casquée, on voit pas leur tête. Les mecs, c'est des fous furieux qui tuent pour un oui ou pour un non. Il y a du cannibalisme. Il y a encore des gens dans le village. On se demande pourquoi ils sont restés là, mais peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vivent là depuis tant et tant d'années. Et là, il va y avoir, il y a tout un plan hein, du village qui va décrire voilà, à quoi ça ressemble. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance qui est village secret. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un médecin qui est en lien avec Lady Margaret, qui est une des filles. Hein. Je vous la montre à l'image, qui, voilà, c'est du fou furieux aussi. Elle a une tête de vampire, même si c'est pas une vampire. Et donc, les joueurs vont se rendre compte que, eh ben, dans ce village, c'est la loi du plus fort, c'est l'horreur prodiguée par les châtelains, et il va y avoir un petit groupe de résistants. Voilà, un petit groupe de résistants ici, qui vont vous permettre d'avoir une force aidant les joueurs, les personnages. Donc voilà, vous arrivez, vous allez vous rendre compte que tout se passe mal, tout est bizarre. Il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a ce médecin que j'aime beaucoup, il s'appelle Jean Rousseau, alors déjà j'aime beaucoup, et en fait c'est un vrai faux médecin. L'histoire derrière Jean Rousseau, c'est que bon, c'est un faux médecin, mais bon, il s'y connaît quand même un peu, et il est là parce qu'il est en lien avec Lady Margaret, hein, donc la fille des châtelains, donc la noble, et en fait, il lui prépare. Donc le médecin lui prépare des bons repas, il parle, mais en fait c'est un plan de Lady Margaret qui en fait veut tester une espèce de potion Warp Dust qu'elle prépare. Et en fait, le médecin drogue la population à son insu. On t'entend les soigner peut-être à son insu ou pas. Est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il n'est pas innocent? À vous de décider finalement. Je vous laisse voir sur l'écran la tête du monsieur hein, quand même. Je ne fais pas de jugement à la tête, mais on a quand même l'impression qu'il est un peu chaotique quand on le regarde. Et donc Lady Margaret l'utilise pour tester ces potions qui font muter les gens en tout cas. Donc imaginez qu'on a des châtelains mutés et que dans le village, c'est un peu leur zone d'expérimentation. Voilà. Et c'est pour ça qu'à force de tirer sur la corde, il va y avoir ces outlaws, donc ces terroristes pour les châtelains, mais ces rebelles, ces résistants qui vont lutter hein, contre... enfin lutter. Sachant que c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire, vu que les Wittgenstein, c'est chez eux, hein, donc ils ont droit à être vie ou mort, ils font la loi. On peut d'ailleurs en tirer, en mettre pas mal d'images d'Épinal, du vieux monde. Hein, les nobles ont le pouvoir, que ce soit bien clair. Donc les personnages vont se balader dans un village où tout est dangereux, où il y a des traîtres ou pas des traîtres. Tout le monde les regarde bizarrement, ou pas forcément envie de leur parler. Acheter quelque chose, c'est pas possible. Puis ils vont tomber sur un temple de Sigmar. Et là, c'est aussi intéressant. Mais le temple de Sigmar est abandonné. Il n'y a plus personne. Alors, il y a des cannibales aussi parce que comme il n'y a plus à manger, ils se mangent les uns des autres. Donc, je ne sais pas exactement combien il y a de personnes dans ce village. À vous de définir s'il y a un peu plus de personnes. Mais ce temple de Sigmar est abandonné. Moi, j'avais mis Delia à Camperbad pour que les personnages y aillent, puisque j'ai un des personnages qui était un prêtre de Sigmar, pour que justement ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu de réponse de l'ancien prêtre de Sigmar depuis longtemps. Et donc il se passe quelque chose de bizarre. Temple de Sigmar, si les joueurs visitent, bon, c'est un petit donjon de quelques pièces, mais ils pourraient trouver une épée assez puissante, magique, si ils ouvrent une tombe. Donc mes joueurs l'ont pas fait. Donc voilà, il peut trouver un petit objet bonus là-dedans. Donc je vous le conseille de le faire jouer pour pas la peine de passer 6 mois non plus dans le village, pour faire vite comprendre que c'est terrible ce qui est en train de se passer là, et que les Wittgenstein sont quand même des pourritures à traiter leur peuple
comme, comme des cobayes à leur expérimentation malsaine. Je vous propose aussi de bien faire jouer via une approche plus ou moins directe les hors-la-loi, parce que ça peut être l'approche pour le château. Parce qu'une fois qu'on est là, on va arriver finalement aux dernières étapes, c'est comment je vais trouver cette Malpierre. Déjà, il faut que vos joueurs soient intéressés, vos personnages soient intéressés par la Malpierre. N'oubliez pas qu'ils cherchaient Edelka, potentiellement ils ont tué Edelka. Ils se disent, tiens, je vais aller dans un village, Vingengorf, qui est un peu dangereux, mais pourquoi en fait? Parce qu'il y a potentiellement une pierre, mais qu'est-ce que je vais faire cette pierre? C'est la Malpierre. Alors ça peut intéresser des magiciens. Ça peut intéresser comme moi, alors c'est facile parce que j'avais un prêtre de Sigmar, il faut éradiquer le chaos. Donc il va falloir quand même trouver une raison si vos personnages sont pas très sympathiques, les joueurs sont pas très sympathiques et pas envie de vous suivre, pour les amener ici. Donc soyez imaginatifs, allez chercher la Malpierre au milieu d'un château, parce que le château, c'est quand même clairement difficile d'y rentrer. Je vais vous le montrer quand même, parce que le château, il y a les plans, hein, bien entendu, il y a les plans détaillés hein, dans la campagne, mais on est sur un château gigantesque au sud du Reich. Voilà, ben merci mes personnages, va falloir aller là-dedans chercher la Malpierre, on ne sait pas où, pour potentiellement la détruire parce que vous êtes bien sympa. Voilà. Essayez de trouver tout au long du livret des raisons pour lesquelles il le ferait. Ça peut être l'appât du gain, hein. Ça peut être l'appât du gain. Parce que, j'ai oublié, sans oublier, j'ai dit que j'en parlerai plus tard, tout ça est lié aux Skaven. Pourquoi on va avoir des Skaven? Il y a la Malpierre. Et étonnamment, alors qu'il était le cas, la couronne rouge cherche à trouver la Malpierre, les Skaven se sont mis eux aussi à la poursuite de cette pierre. Dans les collines stériles, il est possible aussi que vous mettiez des Skaven. Il est indiqué, hein, vous pouvez avoir des Skaven. Soit c'est le premier combat avec les Skaven, mais alors pourquoi les Skaven, eux qui sentent la Malpierre, ils vont y aller alors qu'il n'y a pas de la Malpierre? Moi je conseille qu'ils soient suivis par les Skaven et que vous gardiez le cliffhanger de la fin, de la fin avec les Skaven, vraiment dernière partie de Mort sur le Reich. Parce que ça mettra un élément de surprise. Et pas trop mettre de Skaven avant. Il va y avoir assez de Skaven dans la suite pour pas qu'on en mette déjà trop ici. Donc, mais ça pourrait intéresser des personnages qui pourraient être payés par exemple par des Skaven, enfin en tout cas des hommes à la solde des Skaven pour récupérer la Malpierre. Si on a un groupe d'aventuriers mais plutôt peu scrupuleux, ça peut être une raison pour laquelle ils soient payés. Hein. L'argent est un moteur pour qu'ils aillent chercher cette Malpierre. Réfléchissez bien quand vous allez commencer à faire jouer Mort sur le Reich sur le moteur hein, des personnages. C'est un des sujets de la campagne. Après, je pense que c'est un peu plus simple. Une fois qu'ils sont embarqués hein, à Middenheim, etc., ce sera plus simple. Mais là, il va falloir quand même les motiver. Argent, pouvoir, générosité, à vous trouver les bons leviers pour votre groupe, pour qu'ils aillent, parce que là, maintenant, ils ont visité le village, il va falloir qu'ils rentrent dans le château. Là, plusieurs moyens. Il y a une porte dérobée, on va dire, il y a une espèce de port en bas du château qui donne sur le Reich, on peut rentrer par là. Donc un peu par la porte arrière ou par la porte avant. Ça peut être de manière diplomatique, soit de manière invasive. On est un château, il y a des soldats, et il n'y a pas que un ou deux soldats, il y a plusieurs grandes portes, il y a du monde, et il y a en plus des invités, des mutants. Donc je ne vais pas vous faire tout en détail, je ne vais pas vous décrire hein, tout le château, ça serait inutile. Mais sachez que c'est pas un petit château où je rentre et je sors. Et donc si vous le faites de manière diplomatique, si vous avez un noble, effectivement, si vous avez un noble dans vos joueurs, il peut essayer de rentrer. Parce que pourquoi pas, ce sont des nobles, hein, les Wittgenstein, même si une partie est mutée. Bon. Donc le classique, hein, je pense, des groupes, c'est de passer par la porte arrière avec les hors-la-loi qui vont venir vous aider. Et puis, on va dire poterne après poterne, porte avec porte, rentrer, si possible la nuit, tuer. Une attaque frontale ne fonctionnera pas, hein. Ça sera la mort des personnages. Mais finalement, comme il n'y a pas tant de... Ouais, il y a quelques gardes, mais si c'est la nuit, ils seront dans leur salle. Et puis c'est des mutants, donc ils peuvent avoir un comportement plutôt surréaliste. Donc moi je conseille ça, la vision surréaliste, c'est-à-dire qu'une fois que les personnages sont dedans et qu'ils font pas n'importe quoi, tuent pas n'importe quoi, ils peuvent parler aux gens. Ils peuvent parler à Ludwig, qui finalement est un personnage intéressant,
parce que c'est un personnage qui est muté, mais ce sont des mutants qui se rendent compte de leur état. Donc, il peut y avoir des scènes de RP. Je ne conseille pas d'en faire quelque chose complètement PM, portement trésor, de tuer tout le monde, mais plutôt de faire de l'horreur. Et puis, des gens qui vont parler, négocier, Ludwig, expliquer pourquoi il est là. Marguerite, voilà, je pense que vous pouvez utiliser chaque personnage. Le but, et c'est plutôt bien fait, hein, le livre est hyper bien décrit, il faut le préparer, hein, relisez-le, lisez-le. Les plans voilà, sont assez précis. Je vais vous mettre une image générale du château, mais voilà, encore, je ne vais pas tout vous décrire. Voilà, profitez-en pour montrer l'horreur du chaos, mais aussi que le chaos, c'est pas forcément que des gens à tuer. Ils sont fous, mais il y a une part d'intelligence dans leur folie, une part peut-être de vérité dans le chaos. C'est non conforme ce que je dis, hein, il y a une part de vérité dans le chaos, mais voilà, que c'est peut-être mettre une ambiguïté sur le chaos. Et qu'un être qui est un peu muté peut continuer à vivre. D'ailleurs, vos personnages peut-être seront mutés un jour et ils continueront un peu à vivre leur aventure avant qu'ils soient fous. Donc voilà, n'hésitez pas, intéressant. Là, bon, je montre ouais, une image générale. Hein. Je trouve que le livre est hyper bien fait. Il faut lire les pièces. Il montre où il y a des soldats, à quel moment. Voilà, emplacement des gardes. Allez, vraiment bien. Lisez-le, faites-le évoluer par rapport à ce que, bien entendu, vos personnages et joueurs vont faire. Et puis, allez-y sur l'horreur jusqu'à ce qu'ils rencontrent les personnages principaux et qu'ils se rendent compte aussi que tout cela, c'est lié à Slaanesh. Et oui, puisque à l'intérieur du temple, l'ancien temple de Sigmar du château, maintenant, c'est un temple de Slaanesh avec même démon mineur de Slaanesh. Et donc, on a un autre culte. Je trouve que c'est bien, parce que pour l'instant on était sur Tzeentch, maintenant on est sur Slaanesh, qui est un dieu voilà, aussi intéressant hein, du chaos. Donc allez-y sur Slaanesh, la mer. Il faut aussi, si possible, que les personnages rencontrent les enfants et la famille dans l'aile où les gens vivent, d'Amingrid, la baronne, Marguerite, bien entendu, sa chambre. Et puis, il y a un lien avec Gotthard von Wittgenstein. Donc, en fait, toute la famille est là, sauf Gotthard, qui est à Middenheim. Donc, ça, alors, c'est pas obligé, mais ça fait un lien comme intéressant avec Middenheim. Parce que, bon, bah, il faut bien qu'ils aillent à Middenheim, je vous après. Et ça peut être poussé par Adolphus, hein, le chasseur de primes, dont j'ai déjà parlé. Ça peut être poussé par le fait qu'il y a un carnaval, donc vos personnages iront au carnaval. Donc, il y a un lien, c'est Gotthard von Wittgenstein qui est à Middenheim et qui, j'en parlerai au pouvoir derrière le trône, qui est finalement un membre de la Guilde des Marchands là-bas. Donc, ça peut être... Enfin, faut qu'il trouve, je trouve que ça fait un lien en plus. Il y a même, je crois, un tableau. Vous pouvez mettre un tableau de Gotthard von Wittgenstein parce que vous en allez l'utiliser. Moi, je suis même allé, hein, pour ceux qui ont vu ma campagne, il y a un combat, à un moment donné de gladiateurs à Altdorf. Je fais participer mon gladiateur et une des personnes qui est là, c'est Gotthard von Wittgenstein qui vient chercher des créatures pour le carnaval et organiser des combats de gladiateurs, alors c'est illégal hein, bien sûr, contre des créatures du chaos. Donc vous pouvez, les Von Wittgenstein, vous pouvez, c'est aussi un des fils rouges de la campagne, enfin en tout cas des 3 premiers livrets, des livrets 2 et 3, vous pouvez en parler dès le premier livret sans problème. Il y a un combat d'anthologie si vos personnages vont jusqu'au laboratoire de Marguerite contre un zombie qui est un zombie, c'est pas un zombie, c'est un Frankenstein, c'est une créature. Marguerite, c'est une expérimentatrice de la Malpierre et elle crée des créatures avec des parties de corps humain. Donc un combat potentiellement d'anthologie. Il y a un donjon, bien entendu, avec des tortionnaires, des gens qui sont... Voilà. Mais
Où est donc la Malpierre? Alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'on y accède par, c'est l'officiel, hein, par le temple de Slaanesh, voilà. Et on peut aussi accéder par le donjon. Bon, moi, j'ai pas voulu en faire quelque chose de hyper secret, parce que bon, il y a déjà assez à faire ici. J'ai plutôt voulu que ça soit, bien entendu, la fin, que quelqu'un leur dise où c'est, hein, un des personnages, en avouant, ou qu'ils aient l'information, et qu'ils descendent dans le donjon à la fin. Et ça où il y a on va dire le twist de fin, dans le scénario, il y a des Skaven qui volent au dernier moment la pierre, la Malpierre au personnage. Et alors, vous êtes embêté à combattre tout un château pour vous faire dérober au nez à la barbe la Malpierre que vous êtes venu chercher, une bonne quantité, hein, semble-t-il. C'est un peu raide, vous pouvez le faire, c'est l'univers Warhammer, c'est raide. Mais somme toute, donc moi j'ai fait un choix, c'est que tout explose à la fin, c'est que les personnages courent après les Skaven, essayent de se battre, les Skaven essayent d'utiliser la magie de la Malpierre, mais les chaos est tel qu'il est instable et le château va être détruit et on va retrouver les personnages. C'était la fin du livret pour moi, on va retrouver les personnages dans l'eau. Moins un point de destin, mais plus un point parce que bon, c'est la fin du livret. Et on continue comme ça avec une grosse explosion. Voilà, il peut y avoir plusieurs, après tout, enfin le but c'est quand même pas qu'ils se retrouvent, enfin, si les joueurs se retrouvent avec la Malpierre, c'est jouable, hein, mais il faut que vous l'ayez bien prévu dans votre campagne, parce que c'est dangereux la Malpierre, et puis c'est une grosse quantité, ou alors il fuit parce qu'il y a des Skaven. En tout cas, ça se passe pas super bien à la fin, les sorties sont diverses et variées, on peut repartir par la porte principale, par la sortie secrète, donc c'est assez ouvert, hein, la fin est assez ouverte, c'est vous qui voulez. Moi je conseille d'en faire quelque chose un peu comme à la fin de Boganofen, un peu quelque chose d'explosif. Le livret va se terminer par un scénario qui est que moi j'ai fait jouer au début de l'autre. En gros, les personnages ont échappé à in extremis à l'explosion, ou à la fin de Wittgenstein, ou pas, hein. Et puis ils vont se retrouver maintenant dans une petite... alors c'est vraiment un scénario intermédiaire. C'est, je trouve, le scénario pour leur faire perdre leur bateau. Parce que comme ils ont un bateau, il faut s'en débarrasser. Et ben ils vont repartir. Et bon, bah, ils vont certainement retourner à Camperbad. Il faut les pousser un peu à Camperbad si vous voulez jouer cette partie de ce scénario-là. Et là, ils vont trouver un marchand qui est en fait un cultiste à la main propre, un blusher, et qui va se jouer des personnages pour envoyer ce fameux Castor Lieberung à Middenheim se faire choper par d'autres membres du culte de la main propre. Donc en fait ce scénario-là, hein, la fin du livret, c'est je arrive à Camperbad, il y a ce Mathias là qui va nous jouer un sale tour en faisant brûler notre bateau, et il va vous confier une mission. Ah oui, c'est dur la vie, mais j'ai une mission pour vous. Il faut amener une caisse à Middenheim, à un endroit particulier qui n'existera même pas, pour quelqu'un. Et donc je vous paye bien pour y aller, vous pouvez même prendre un de mes bateaux, parce que bon, c'est dur la vie, Mathias il est sympa, et faut pas quand même ouvrir la caisse, hein, parce que la caisse c'est secret, c'est pour... Donc on va avoir un truc qui est... ouais, pourquoi pas, qui est un peu tiré par les cheveux quand même, mais qui a une vocation, c'est de faire le lien entre Mortiolreich et le pouvoir derrière le trône. Donc ce petit scénario que moi j'ai fait au début je l'ai fait parce que je trouvais que c'était aussi intéressant, mais bon. Il est nécessaire ou pas, ça dépend. Si vos joueurs ont suffisamment d'éléments pour aller à Middenheim, je vous dirais que ce scénario il est passable, il n'a aucun sens en vrai. Un culte de la main propre qui veut les arrêter, ils essaiera de les arrêter à Camperbad, ils vont pas les envoyer à Middenheim, à l'autre bout, avec un cadeau un peu limite pour qu'ils se fassent arrêter là-bas par les mecs de Middenheim. Bon, pourquoi pas, parce que c'est peut-être les mecs de Middenheim qui ont tout fomenté, le culte de la main propre de Middenheim qui a tout fomenté pour l'avoir. Bon. Voilà, donc je trouve que c'est pas le plus réussi, hein, loin de là. Mais s'il n'y a pas vraiment lien avec Middenheim, s'ils n'ont pas de lien avec les Wittgenstein, s'ils n'ont pas
Une fois qu'on est à Middenheim, ça tournera. Et une fois qu'ils y sont, ça tournera. Il suffit qu'ils y soient et puis ça marchera. Ce scénario-là peut les envoyer puis leur donner une raison d'y être. Voilà. Donc, ce scénario, ça dit quoi? Un marchand, il va les trahir, mais il le sait pas. Hein, les joueurs va brûler leur bateau. Ils n'ont plus de bateau. On leur dit il faut aller amener une caisse à Middenheim. Merci d'y aller. C'est top. On y va. Bon. Officiellement, il y a un lien avec Holdenhaller il propose un lien avec Holdenhaller, le contrat Holdenhaller, qui est un des premiers scénarios de Warhammer. C'est aussi assez passable. Voilà comment on va finir. Donc moi je conseille de finir après l'explosion du château. Enfin si vous le faites en épisode, c'est plutôt après le château que ça finit. Puis on attaque on finit Morceau qu'on attaque pour le pouvoir. De bien préparer le lien avec Middenheim. Je vais finir parce qu'il y a deux... Ouais. Alors il y a deux propositions dans le compagnon. Il y a l'empereur Luitpold qui est un bateau de croisière et on va proposer des petites aventures, donc c'est dans le compagnon qui se passe sur ce bateau de croisière sur le Reich, donc pourquoi pas. Il y a aussi la vengeance du seigneur des tombes. Donc là on est sur une petite campagne parce qu'il y a plusieurs parties parallèles. Moi j'ai commencé, donc c'est une histoire en fait d'un ancien Sigmarite qui a été, on va dire, trahi par les siens. Enfin, il se sent trahi par les siens parce qu'on le reconnaît pas à sa juste puissance. Et cet homme, qui est donc le Gravelord, donc le seigneur des tombes, on va l'appeler comme ça, va se venger contre son ancien maître. Et voilà, c'est à peu près ce qui va se passer ici. On va rencontrer un grand sage Sigmarite, que moi j'ai bien aimé, je l'ai utilisé, hein, c'est parce que ça va donner des informations en fait sur l'état actuel de l'Empire. Et en fait, ce frère, qui est un grand savant, est convoqué parce qu'il faut trouver un moyen d'apaiser les relations entre les Ulvricains et les Sigmarites. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc ça permet, ce petit scénario, de présenter des personnages qui vont revenir, hein, parce que cette mini-campagne, l'histoire de la vengeance d'un ancien Sigmarite qui devient un nécromant, ça peut être intéressant. Ça va permettre de sortir un peu la campagne, et puis de donner aussi un peu de contexte de ce qui est en train de se passer dans l'Empire. Donc éminemment passable, la vengeance du Seigneur des Tombes, mais moi j'ai tenté, comme je l'avais déjà dit dans la trame générale, ils vont tuer ce seigneur dans juste quelques dans le pouvoir, au niveau du pouvoir, au début du pouvoir derrière le trône, donc ça n'a pas duré longtemps, et vous pouvez en faire tirer. Là vous avez déjà Morceau-le-Rec, je conclus. Morceau-le-Rec, vous avez pour des heures et des heures et des heures, des séances de jeu, hein, vous pouvez vraiment, c'est vraiment intéressant. Je pense que le but a été vraiment de faire découvrir la vie. Donc allez-y sur la vie du Reich, allez-y sur aussi le calme, même si parfois c'est pas toujours calme, mais pourquoi en fait on veut protéger l'Empire, c'est on veut protéger la vie autour du fleuve, le peuple en fait. Et ça prendra d'autant plus de sens, la mise en abîme, quand l'Empire va être en ruine, à feu et à sang. Ça sera plus le même Reich, donc allez-y. Une histoire de Malpierre, une histoire avec un magnifique final dans ce château. Vous pouvez faire un Donjons et Dragons, mais surtout utiliser tous ces personnages dans ce château pour faire sentir l'horreur et la folie du vieux monde. Je vous souhaite une bonne partie sur Morceau-le-Rec et à bientôt pour la session suivante qui sera certainement aussi longue que celle-ci sur le pouvoir derrière le trône.